Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je me demande comment mieux mobiliser les citoyens face à l'urgence climatique et parvenir à un monde neutre en émissions de gaz à effet de serre. Je m'intéresse à la démarche d'une association française qui a déjà mis en mouvement 30 000 bénévoles et récolté avec son association sœur plus de 4 millions d'euros en un mois avec le Shift Project, objectif changer de direction pour réussir à se passer définitivement des énergies fossiles, responsables du réchauffement global en cours sur notre planète. Bonjour Sylvaine Dion. Bonjour Simon. Tu es une ingénieure dans l'énergie, spécialiste du nucléaire et du solaire, et je te reçois en tant que porte-parole de l'association Les Shifters. C'est un collectif de bénévoles qui agit dans le sillage du Shift Project, qui lui est présidé par un autre ingénieur spécialiste des sujets énergie-climat, Jean-Marc Jancovici. Alors Sylvaine, on va voir ensemble pourquoi et comment vous avez décidé de faire changer de trajectoire à la France, la faire shifter. On va donc plonger en quelque sorte au cœur du réacteur qui provoque le changement climatique et tu nous diras pourquoi l'énergie que l'on produit et que l'on utilise est pour vous un levier central d'intérêt, de travail et donc d'action. On verra comment le mouvement des shifters agit et auprès de qui pour accélérer cette fameuse transition, car je le disais, il y a urgence si on veut réussir à contenir le réchauffement climatique, mais d'abord, on veut en savoir un peu plus sur toi, sur ton parcours. Alors, parle-nous un peu de ton histoire et de ce qui t'a conduit à t'investir de cette manière dans la lutte contre le changement climatique. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, comme tu l'as dit Simon, je suis ingénieure de formation et je travaille dans le secteur de l'énergie. Et donc j'ai été amenée à me poser la question du dérèglement climatique et de cette question dont on m'entendait parler. Et en tant qu'ingénieure, moi j'ai besoin de comprendre comment ça marche. Donc j'ai commencé à poser un peu des questions et on m'a parlé de cette association Les Shifters que j'ai rejoint en 2017. Et ça m'a beaucoup plu parce que Les Shifters, c'est une association qui est à la fois solide et fun. En fait, on a un bon esprit très convivial et c'est aussi très agréable. Et puis, c'est un bon remède à l'éco-anxiété d'œuvrer avec les shifters. Alors, on va parler en détail des solutions mises en avant par les shifters, de votre action. Mais pour bien comprendre la suite de notre conversation, peux-tu nous dire simplement pourquoi l'énergie est le sujet central de votre travail? Alors, évidemment, on a tous entendu parler du dérèglement climatique. Donc, on sait aujourd'hui que c'est un problème avéré. Et c'est avéré que ce problème, il est d'origine humaine et qu'il est dû aux gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère par les activités humaines. Et ces gaz à effet de serre causent une augmentation de la température globale du globe. Alors, quand on entend comme ça que ça augmente de quelques degrés, on a l'impression que c'est pas très grave parce que quelques degrés, si on compare ça à la météo, on a l'impression que ce sera juste enlever un pull et puis ça ira. Mais en fait, il faut bien avoir en tête que en moyenne sur le globe, quelques degrés, c'est très très important. Par exemple, il y a un chiffre qu'on aime bien utiliser chez les shifters, c'est l'écart avec la dernière ère glaciaire. L'écart entre la température moyenne à l'époque de la dernière ère glaciaire où toute l'Europe était recouverte de glace et maintenant, c'est 4 degrés. Donc c'est vraiment très peu et 4 degrés, ça nous sépare d'une ère glaciaire du climat qu'on a aujourd'hui. Donc si on fait encore plus 4 degrés, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on aura comme climat. On s'adapte pas aujourd'hui à 4 degrés, c'est-à-dire que les plantes, par exemple, elles savent pas s'adapter à 4 degrés. Les cultures ne survivent pas. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'atténuer ce dérèglement climatique. Il faut se rappeler qu'en 2022, par exemple, la sécheresse, qui est en grande partie due au dérèglement climatique, elle a causé 2 milliards de pertes dans le domaine agricole. Donc, on voit qu'on fait pas ça pour s'amuser. Il y a vraiment des conséquences. Ça va nous coûter très, très cher si on s'adapte pas. Deuxième problème, c'est l'indépendance énergétique. On a aujourd'hui une société qui est extrêmement dépendante aux énergies fossiles qui sont quasiment totalement importées. Typiquement, dans les transports, aujourd'hui, on est complètement dépendant du pétrole. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a des tensions géopolitiques dans certaines régions, typiquement au Moyen-Orient. Aujourd'hui, si on a une fermeture du détroit d'Ormuz, donc le détroit d'Ormuz, je rappelle, c'est le détroit qui est au nord de l'Arabie Saoudite, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Par ce détroit transitent 30%
du commerce mondial de pétrole. Donc, si pour des raisons géopolitiques, aujourd'hui, on a une fermeture même temporaire du détroit d'Ormuz, ben, on va avoir des tensions sur l'approvisionnement de pétrole. C'est pas juste que ce sera plus cher, il y aura plus suffisamment de pétrole. Donc, on voit bien que notre économie, elle sera en partie paralysée. Donc, c'est la double contrainte carbone, comme on appelle ça, qu'on souhaite réduire. Et donc, pour faire ça, il faut qu'on baisse de 5% par an notre consommation de pétrole et d'énergie fossile. Ça correspond à peu près à ce qu'on a vécu pendant la période du Covid. Alors, le Covid, on se rend compte que c'était très intense et c'était pas très marrant. Donc, ce qu'on fait chez les shifters, c'est essayer de trouver un plan pour qu'on y arrive et qu'en même temps, ce soit bien plus marrant que ce qu'on a vécu pendant le Covid. Oui, parce que baisser ces émissions de gaz à effet de serre est donc crucial. Alors, les États se sont engagés dans cette démarche et on ne peut pas dire que rien n'est fait. D'ailleurs, des chiffres chaque année sont là pour le mesurer. La France a connu une assez forte baisse de ses émissions de gaz à effet de serre ces dernières années, mais le rythme a diminué en 2024. Donc, c'est-à-dire c'est une baisse de la baisse, si on peut dire. Deux chiffres, entre 2022 et 2023, les émissions de gaz à effet de serre de la France avaient réduit de 6,8%, mais entre 2023 et l'année suivante, seulement de 1,8%. Tu évoquais un rythme attendu de 5% de baisse par an. Comment tu juges la trajectoire actuelle de la France en la matière? Effectivement, la trajectoire des émissions de la France, elle baisse, mais par rapport à ces 5% par an qu'il faudrait faire, c'est encore nettement insuffisant. Par ailleurs, on sait que les émissions seules ne suffisent pas. Donc les émissions, c'est les gaz à effet de serre qui sont émis sur le territoire français. Et il faut regarder aussi l'empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone, c'est les émissions qui sont émises pour la France à l'étranger. Par exemple, quand j'achète un produit en Chine, bah, ça compte dans les émissions de la Chine, mais c'est quand même l'empreinte de la France. Donc il faut réussir aussi à faire baisser l'empreinte globale, donc toutes les émissions importées quelque part qui sont émises par la Chine et par tous les autres pays desquels on importe. Restons un peu sur ce point. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'empreinte carbone individuelle ou collective. Comment les experts la mesurent-elles réellement, cette empreinte? Quels sont, selon toi et selon les résultats des calculs, les principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre à surveiller, notamment pour notre public français francophone? Alors, à titre individuel, les émissions les plus importantes, c'est la viande, la voiture et l'avion. Alors la viande, pas n'importe quelle viande. En fait, ce qui émet, c'est la viande de ruminants, donc bœuf, mouton. Pourquoi? Parce que les ruminants, par définition, ils ruminent, et donc ils rotent du méthane. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre très très puissant. Et donc, il est important de réduire sa consommation de viande de ruminants. Alors, soit en la remplaçant par un animal qui n'est pas ruminant, du porc, du poulet, ça émet beaucoup moins, ou encore mieux, en la remplaçant par des légumineuses ou des œufs, etc. Alors, il n'est pas question de devenir complètement végétarien, mais réduire sa consommation de viande de ruminants, ça a un impact très important sur le français moyen. La deuxième chose, c'est la voiture. Et on sait qu'un poste important, c'est surtout les émissions des trajets quotidiens. Donc, quand on prend sa voiture pour aller au travail, donc je parle de voiture thermique, puisque les voitures électriques, l'énergie est décarbonée en France en très grande partie, mais les voitures thermiques, elles consomment des énergies fossiles, elles émettent du CO2 par la combustion qu'il y a dans le moteur, tout simplement. Donc ça, c'est un poste très important. Donc nous, on préconise de réduire les émissions de la voiture parce que ça a un impact très important. Et puis le dernier, c'est l'avion. Alors l'avion, même chose que la voiture, la combustion qui est générée pour faire voler l'avion, elle est une source très importante d'émissions. Maintenant, c'est vrai que quand on est un individu, on a cette marge de manœuvre de réduire sa consommation de viande, de voiture et d'avion, principalement, mais on a une marge de manœuvre qui, même si elle est loin d'être négligeable, elle reste limitée. Et c'est ça qui est intéressant quand on rejoint une organisation comme les shifters, c'est que finalement, on a un impact qui est plus global que l'impact qu'on peut avoir en tant que seul individu. Alors, avec les shifters, par exemple, on a une force de frappe qui est beaucoup plus importante. L'idée, c'est de transformer la société pour que cette transition, elle soit facile aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut pas demander à tout le monde d'être un héros et on peut pas demander à chaque individu de faire lui-même les investissements nécessaires.
certains ne peuvent pas, certains ont besoin d'aide, et donc il faut que on propose aux personnes des portes de sortie. Aujourd'hui, les Français, malgré ce qu'on peut entendre dans certains médias aujourd'hui, ils sont très majoritairement pour la transition. Donc à 80-90%, les gens, ils ont envie d'agir, parce qu'ils ont bien compris le problème. Par contre, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin de portes de sortie. C'est-à-dire, on peut pas dire aux gens, on va taxer l'essence, et puis débrouillez-vous. Parce que là, on a des gilets jaunes qui nous disent, mais oui, mais moi, je peux pas boucler mes fins de mois, donc je peux pas m'acheter une voiture électrique. Et ils ont raison. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin que la société mette en place des mécanismes pour que ce soit facile de transitionner vers des énergies décarbonées, soit parce que j'ai un train de banlieue, soit parce qu'on va me payer une voiture électrique. Et puis à ce moment-là, ce sera facile de faire la transition. Ah oui, et puis on n'a pas le temps de détailler, mais il y a aussi, j'ai noté aussi dans l'empreinte individuelle, même le poste de l'habitat avec le chauffage, dans certains cas, qui a un chauffage issu des énergies fossiles ou les émissions du bâtiment au sens Exactement. large. Un chiffre pour comprendre où on en est et où on doit arriver, si j'ai moi-même bien compris, cette empreinte carbone est de 10 tonnes en moyenne pour un Français. Et l'objectif pour arriver à contenir le réchauffement climatique autour des plus 2 degrés, c'est d'être sur 2 tonnes d'émissions par personne, c'est ça? Exactement, voilà. Aujourd'hui, l'empreinte carbone du français moyen, c'est 10 tonnes. Donc 10 tonnes de CO2, équivalent CO2. Donc par exemple, on compte les émissions du méthane, mais on les convertit comme si c'était du CO2. Donc 10 tonnes émises dans l'atmosphère chaque année de CO2. Et il faudrait qu'on arrive à descendre à 2 tonnes. Donc il faudrait qu'on arrive à descendre à 2 tonnes en moyenne. C'est vraiment très important comme baisse au niveau de toute la société. Et sans compter là-dedans les émissions individuelles, donc de toutes les consommations, du chauffage, comme tu l'as dit. Donc il faut réduire son chauffage en termes d'émissions, donc c'est-à-dire isoler sa maison et avoir un système de chauffage qui soit décarboné. Donc si on a une chaudière à fioul ou à gaz, il faut qu'on soit aidé pour la changer, pour avoir soit un réseau de chaleur urbain, soit un système de chauffage décarboné, donc typiquement électrique. Voilà, et qu'on arrive à 2 tonnes, sachant que dans les 2 tonnes sont comptées une partie de services publics qui sont répartis entre Français. Donc il faut aussi que les services publics se décarbonent et que les services publics soient moins émetteurs aussi, et ça va jouer sur l'empreinte carbone globale de tous les Français. Alors, pas de panique, et vous entendez souvent, y compris dans cette émission, la notion de transition. Il y a donc une notion d'échéance et de moyen et de long terme. Cet objectif doit être atteint pour l'année 2050, mais c'est dès maintenant qu'il faut accélérer ça. Tous les scientifiques s'accordent à le dire. Il y a donc un besoin d'action et je voulais te recevoir pour parler justement des modes d'action des shifters en eux-mêmes. Vous êtes des bénévoles. Comment se concrétise votre action dans le but d'accélérer justement? Voilà, alors côté shifter, notre force de frappe, c'est qu'on est très nombreux. Donc, comme tu l'as dit au début, on a à peu près 30 000 sympathisants aujourd'hui. Depuis les 10 ans que l'association existe, qui sont répartis dans une trentaine de groupes locaux sur tout le territoire français, y compris dans les Outre-mer et aussi à l'étranger. Il y a des groupes locaux un peu partout. Et puis, on a des cercles thématiques qui travaillent sur une thématique en particulier. Typiquement, on a une thématique santé, une thématique sport, une thématique culture, finance, énergie, bois, agriculture, enfin plein de choses. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On conçoit des solutions pour faire cette transition. Donc la transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, on a une économie qui est basée sur les énergies fossiles et on va essayer de faire en sorte qu'on soit plus du tout basé sur les fossiles, donc on n'en utilise plus et donc que les émissions de carbone associées, elles disparaissent. Donc par exemple, au début de l'année, on a émis un rapport sur l'agriculture et ce rapport, finalement, on a interrogé des agriculteurs, donc on a lancé une très grande enquête. Il y a 8000 agriculteurs, un peu moins, 7800 agriculteurs qui ont répondu à cette enquête, donc c'est un très gros panel qui ont souhaité répondre. Et puis on a fait des entretiens qualitatifs, donc c'est-à-dire qu'on est, nous, shifters, allés voir des agriculteurs pour leur dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous êtes prêts à mettre en œuvre comme solution, de quoi vous avez besoin pour la mettre en œuvre. Et on a sorti un rapport qui a permis d'émettre des solutions qui seraient efficaces en termes de réduction des émissions fossiles dans l'agriculture et qui sont cohérentes avec ce que les agriculteurs peuvent faire, ont envie de faire. Par exemple, ils nous ont dit que ce qui serait très utile et facile à faire pour eux, ce serait utiliser plus d'engrais organiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Les engrais qui sont utilisés dans l'agriculture, principalement, c'est des engrais qui sont issus de la pétrochimie, donc c'est des énergies fossiles qu'on va transformer en engrais. Or, aujourd'hui, si on remplaçait ces engrais par des engrais organiques, donc par exemple, les engrais organiques, c'est quoi? C'est les déjections animales. Donc aujourd'hui, en France, on a une assez mauvaise répartition de l'élevage par rapport aux grandes cultures céréalières, par exemple. Donc si on arrivait à mieux répartir sur le territoire ou mieux répartir où vont les déjections animales des élevages pour alimenter les grandes cultures, on arriverait à diminuer la partie d'engrais issus de la pétrochimie qui sont utilisés. Ou alors, si on récupérait les déchets organiques des villes, par exemple, là, les villes sont en train de mettre en place des collectes de déchets organiques, donc toutes les épluchures de légumes, et ben tout ça, soit c'est composté, soit c'est méthanisé, et c'est épandu après dans les cultures pour les fertiliser. Donc tout ça, ça nous permet à la fois de réduire les émissions et de réduire la dépendance de l'agriculture aux fossiles. Donc, il y a plein de solutions comme ça qui sont utilisables en agriculture, sachant qu'il faut aussi trouver des mécanismes de financement parce qu'on peut pas demander aux agriculteurs de faire ça tout seuls, et donc il faut qu'il y ait un mécanisme à l'échelle de la France pour qu'ils puissent faire ça. C'est-à-dire que vous avez une approche à la fois experte et de terrain. Il y a une granularité locale même hein, dans votre organisation. C'est important pour vous d'être au plus près des enjeux locaux alors que le problème est global. C'est exactement ça. En fait, on veut pas être complètement décorrélé du terrain parce que déjà, on n'arriverait pas à trouver des solutions qui fonctionneraient correctement et qui seraient robustes. Et en plus, il faut qu'on embarque les personnes qui sont directement concernées parce que si on arrive boum boum pagada en leur disant faites ci, faites ça, bien sûr, ça va pas fonctionner et puis on n'aura pas les bonnes solutions de toute façon. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup en ce moment avec les collectivités locales. Typiquement avec les élus locaux, on travaille beaucoup à éviter l'écueil de la maladaptation. La maladaptation, c'est quoi? C'est une adaptation qui, en fait, renforce le problème à long terme. Par exemple, dans les mois qui ont passé, là, il y a eu beaucoup d'inondations, il y a beaucoup de villes qui ont été inondées. Bon, eh bien, les collectivités locales, elles peuvent être tentées de construire des digues partout, par exemple. Or, si on construit des digues, déjà, on va construire des digues en béton, donc on va avoir beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, donc on va renforcer le problème à long terme, il y aura encore plus d'inondations. Au contraire, nous, ce qu'on dit, c'est que il est plutôt intéressant de reméandrer les rivières. Donc, c'est-à-dire que au lieu de mettre des rivières très canalisées avec du béton ou des pales blanches, au contraire, on va les reméandrer, c'est-à-dire leur faire refaire des circulations comme ça qui serpentent. On va replanter de la ripisylve. La ripisylve, c'est la forêt des rives des rivières. Donc, tous ces arbres qui poussent autour des rivières, ça s'appelle la ripisylve. Et donc, ça permet de stocker l'eau, de stocker du carbone. Et donc, d'une part, ça protège les villes contre les inondations. Et à long terme, ça va capter du CO2 de l'atmosphère. Et du coup, ça va atténuer le problème à long terme. Donc, on travaille beaucoup avec les collectivités locales, justement, pour trouver des solutions comme ça qui sont pérennes à long terme. De la construction de connaissances, de la diffusion de ces connaissances et du dialogue hein, sur le terrain. Alors, un mot, on pourrait imaginer que vous êtes toutes et tous des ingénieurs, mais ce n'est pas le cas, si j'ai bien compris, même s'il y a une forte dimension opérationnelle chez les shifters. Alors, en effet, on n'est pas tous des ingénieurs. On est de plus en plus divers et variés, et on est très content de ça parce que ça nous évite d'avoir des biais et on a des solutions qui sont de plus en plus robustes grâce à ça. Donc, on n'a pas que des ingénieurs, on a des médecins qui sont concernés par le dérèglement climatique, on a des agriculteurs, beaucoup, on a des sociologues, on a des ouvriers, voilà, et on cherche à être le plus représentatif possible de la société française. Donc, il faut surtout pas hésiter à rejoindre les shifters. On n'est vraiment pas une association que d'ingénieurs et tout le monde est bienvenu largement. L'appel est lancé à entendre. Alors, entre action individuelle, transformation collective, voyons encore un peu plus en détail par où passe l'action des shifters. Vous souhaitez peser de plus en plus dans le débat public, et spécialement pendant les 2 années qui nous séparent de l'élection présidentielle qui aura lieu en France en 2027. Je le disais dans l'introduction, les shifters sont... alors, tu nous diras, c'est une émanation ou une
en tout cas de la même famille que le Shift Project, un think tank, et c'est ce Shift Project qui a lancé en mai 2025 une campagne de financement participatif. Une cagnotte a été mise en ligne. À la date de notre conversation, elle a déjà mobilisé 32 000 personnes et surtout récolté une somme record de 4 millions d'euros. Que révèle ce succès sur l'état d'esprit de la société française, ou en tout cas des donateurs? Ils y sont déjà 32 000, mais la somme est déjà annoncée comme étant la plus importante pour une collecte de fonds participative. Oui, en effet, on a eu un très grand succès de la campagne de financement qui s'est juste terminée et qui a atteint 4 millions d'euros. Une partie de cette somme-là sera reversée aux shifters, donc ça va nous permettre d'organiser des événements. Typiquement, là, on a organisé début juin l'univers shifté, qui est l'université d'été des shifters, et c'est une conférence qui dure sur 2 jours, qui s'est passée à Montpellier, là, qui a réuni 2000 participants avec Serge Zaka et Thomas Pesquet. Et donc, c'est une série de conférences sur le climat, la transition, comment transitionner, avec des ateliers, et puis un travail sur les imaginaires aussi, parce qu'on essaye de montrer qu'est-ce que serait une société décarbonée qui a fait sa transition. Cette univers shifté, elle sera financée avec justement les fonds de cette campagne. Et puis on fait des festivals qui sont, par exemple, Projection Transition, c'est un festival de cinéma où on essaye justement de travailler sur les imaginaires et inspirer la transition. On a une plateforme qui s'appelle Shift Your Job. Donc Shift Your Job, c'est une plateforme qui montre toutes les entreprises qui travaillent dans la transition. Donc si vous cherchez un premier emploi ou si vous cherchez à vous reconvertir, allez voir Shift Your Job, domaine par domaine. On vous dit quelles sont les entreprises dans lesquelles vous pouvez postuler en fonction de votre formation ou quelle formation vous pouvez faire si ça vous intéresse. Et puis cette campagne de financement côté Shift, elle va servir à faire un nouveau plan, donc de même que le plan de transformation de l'économie française qui était déjà paru. Et donc avec cette campagne, on va pouvoir interroger différents secteurs, c'est-à-dire qu'on va aller voir, comme on est allé voir les agriculteurs, on va aller voir l'industrie, on va aller voir la santé et trouver un plan qui soit directement applicable à la société française pour la transition. Et puis ça va nous servir aussi à aller faire du lobbying auprès des décideurs, auprès des politiques, auprès du grand public, pour faire connaître toutes les mesures qu'on peut prendre et qui sont efficaces pour la transition. Il y a notamment un débat qui avait été organisé pour les législatives 2023 en avril à Angers par les shifters. Donc là, on voudrait faire la même chose et pour les municipales et pour les présidentielles pour pousser l'ensemble des partis politiques à inclure dans leur programme des mesures en faveur de la transition climatique. Oui, parce que donc vous êtes un acteur du débat public, un acteur politique sans être un partisan. C'est-à-dire que vous ne vous revendiquez pas évidemment d'une appartenance partisane, mais pour autant, vous voulez peser sur le débat public. Donc il n'y a pas de gros mots sur ça, mais c'est donc une approche de lobbying, une approche d'influence. Enfin, c'est à toi de choisir les mots, mais c'est ce que je ressens en t'écoutant. Est-ce que vous prenez des positions claires sur des sujets qui sont encore très débattus dans la société, même s'ils sont mis en place? Je pense à l'énergie nucléaire. Dans cette transition, est-ce qu'en tant qu'association, vous prenez une position pour le débat public? Alors, on ne prend pas de position en tant que élire un parti en particulier. Par contre, on va donner techniquement le résultat à atteindre et ensuite on va laisser chacun des partis du spectre politique donner des solutions avec sa propre grille de lecture pour y arriver. Par exemple, tu parlais d'énergie, nous on dit il faut que l'énergie soit décarbonée. Ensuite, est-ce qu'on va faire plus de renouvelables ou plus de nucléaire? Ça, c'est chaque parti qui va décider. Ou pour, par exemple, l'avion, tout à l'heure, on disait, on veut réduire le nombre d'avions. Nous, on dit, il faut absolument que le trafic aérien diminue. Maintenant, si je prends des exemples extrêmes, on peut avoir des partis qui vont dire, bon, eh bien, on va mettre des quotas et on aura droit à X vols par personne. Ou alors, un autre parti va pouvoir dire, eh bien, je mets un ticket d'entrée à un prix extrêmement élevé et seulement les personnes très aisées pourront prendre l'avion. Le résultat, techniquement, en termes d'émissions, est le même. Par contre, en termes de société, ça n'a rien à voir. Donc après, évidemment, là, je prends des exemples extrêmes, mais il y a tout un panel de solutions. Donc nous, on dit, voilà le résultat où il faut arriver.
Et après, c'est aux partis politiques de proposer des mécanismes qui sont conformes à leur lecture politique de la société. Donc placer au cœur du débat public les enjeux du moment, les enjeux centraux ou même les enjeux du siècle, en l'occurrence pour le dérèglement climatique. Alors quelques mots, je voudrais voir avec toi comment les shifters intègrent la progression relative, mais mesurée quand même dans certaines études d'opinion, du climato-scepticisme en France, avec près de 29% des Français qui, selon un baromètre de l'ADEME, considèrent que les désordres climatiques et leurs conséquences sont finalement des phénomènes naturels, comme il y en a toujours eu, ce qui donc est faux du point de vue du consensus scientifique. Mais ce qui me fait t'en parler, c'est cette progression dans ce baromètre, car c'est 7 points de plus qu'en 2023 et 12 points de plus par rapport à 2020. Tu perçois, toi, sur le terrain, cette défiance au minimum, ou ce climato-scepticisme, comme on dit? Oui, alors on assiste à ce qu'on appelle un backlash écologiste en ce moment, c'est-à-dire que les discours qui nient le dérèglement climatique sont importants, notamment dans certains médias. Nous, on s'est donné comme mission justement d'informer la société sur la base de faits scientifiques. Donc toutes les publications qu'on fait sont sourcées, on donne les sources, on donne des calculs, on fait des rapports qui sont le plus documentés possible. Et notre ambition, c'est de faire comprendre ce problème technique à une majorité de personnes. Donc, il est encore plus important en ce moment, justement, de pouvoir communiquer là-dessus. Alors, notre objectif, c'est déjà de nous former, nous, en tant que shifters, et former les Français. Et comme tu l'as dit, dans la période actuelle, il est d'autant plus important de faire cette information et de participer au fait que tout le monde ait bien conscience des enjeux. Parce que aujourd'hui, les gens sont touchés par le dérèglement climatique déjà. On voit bien qu'il y a des événements climatiques extrêmes. En ce moment, c'est la canicule et puis il y a des orages de grêle terribles. Bon, bah ça, on voit bien que c'est lié avec l'augmentation de la température de l'atmosphère. On voit bien que le climat est perturbé et que plus il y a d'énergie dans l'atmosphère, plus il y aura des événements extrêmes. Donc c'est très important que les personnes fassent le lien et comprennent que ces événements climatiques extrêmes sont dus au dérèglement climatique, que ce dérèglement climatique est d'origine humaine et qu'il y a plein de solutions. En fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est nous qui sommes responsables. Alors, paradoxalement, on pourrait avoir l'impression que c'est une mauvaise nouvelle. Mais en fait, si on avait un météorite qui arrivait sur la Terre, bah, on pourrait rien faire. Mais là, en fait, c'est nous qui sommes responsables. Donc, c'est nous qui avons les solutions. Et les solutions, elles existent. Nous, on a vraiment envie que tout le monde ait envie de les mettre en œuvre. Et en fait, c'est bête, mais il suffit de les mettre en œuvre pour que ça marche. Les solutions existent et il reste du temps, même si certaines études scientifiques montrent que le premier objectif de rester sous la barre des +1,5 degrés semble être hors d'atteinte. En termes de réchauffement climatique, il est toujours possible de rester sous les objectifs de l'accord de Paris, qui lui était à +2 degrés. Donc, pour le contenir, il faut arriver à cette fameuse neutralité carbone en 2050. Deux petits mots. Tu parlais tout à l'heure de maladaptation. Est-ce que le sujet de l'adaptation à ce changement inéluctable est aussi dans votre scope chez les shifters? Alors oui, en fait, nous, on s'occupe d'adaptation et d'atténuation. Atténuation, ça veut dire on veut atténuer le dérèglement climatique. Donc on veut baisser les émissions de gaz à effet de serre pour que le dérèglement climatique il soit le moins important possible. Donc ça, c'est de l'atténuation. Et l'adaptation, c'est on sait que on est déjà plus ou moins à 1,5 degré aujourd'hui et ça risque d'augmenter encore un petit peu dans les prochaines années, les prochaines décennies. Donc il faut de toute façon s'adapter, c'est-à-dire voir comment on va faire pour vivre dans un monde qui est déjà plus chaud. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est trouver des solutions qui fonctionnent pour les deux, c'est-à-dire faire d'une pierre deux coups. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais des logements et du chauffage. Bon, typiquement, quand on veut baisser les émissions de son logement, on commence par isoler son logement. Parce que si on change sa chaudière et qu'on n'a pas isolé, c'est quand même moins efficace. Donc, la première chose à faire, c'est isoler son logement. Donc, quand on isole son logement, d'une part, on dépense moins de chauffage. Donc, on réduit ses émissions, puis on fait des économies, c'est quand même plus sympa. Et en plus, comme on est mieux isolé, finalement, on aura moins chaud en été aussi. Donc, ça permet à la fois de atténuer le dérèglement climatique
et de nous adapter à des étés qui seront de plus en plus chauds et qui seront de plus en plus inconfortables. Et la maladaptation, ce serait en plus de prendre la clim et de se dire du coup, comme c'est décarboné, je mets la clim et dépenser plus d'énergie. Des solutions existent, on retient le message. Alors le temps file à toute allure, je me dis qu'il faudrait sur cette thématique un podcast dédié à 100%, mais ça tombe bien puisque pour cette transition énergétique vers le monde donc d'après carbone, le Shift Project avec qui tu travailles propose un podcast qui s'appelle Time to Shift. Donc je vous renvoie à toutes et tous à l'écoute ou à la découverte de ce podcast. Sylvaine Dillon, merci, donc porte-parole de l'association Les Shifters, était avec moi dans Soluble. On peut te retrouver ainsi que les Shifters facilement sur les réseaux sociaux? Sur lesshifters.org. Et si vous êtes une entreprise de Shift Project, rejoignez-nous. L'appel est lancé. Sylvaine, merci d'être passée dans cette émission. Merci Simon. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, csoluble.media. À bientôt.